L'entretien avec Valérie Jans et Marie-Joseph Guerville que vous allez entendre maintenant a été enregistré il y a quelques jours. La première est professeure des écoles, directrice d'école maternelle et formatrice à l'INSPE. La seconde a exercé les mêmes fonctions antérieurement. Elles aussi évoquent les traces révélatrices des progrès des élèves après avoir rappelé l'évolution de l'enjeu de l'évaluation. Elles mettent l'accent sur l'importance de la communication avec l'élève, mais aussi avec ses parents pour renforcer la confiance en soi. On les écoute. Eh bien, bonjour mesdames. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour parler particulièrement donc, de l'évaluation à l'école maternelle. Donc, j'accueille Valérie Jans, qui est professeure des écoles, directrice d'école maternelle et formatrice, formation initiale et continue, donc premier degré. Et puis Marie-Joseph Guerville, qui a été aussi professeure des écoles, directrice d'école maternelle et formatrice aussi à l'INSPE. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi consiste l'évaluation à la maternelle très concrètement? Alors, l'évaluation à l'école maternelle, c'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque ça existait déjà en 1977 dans les instructions officielles. Ça a été vraiment formalisé avec les instructions et la loi d'orientation de 1989, où un livret scolaire, c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque, on va voir les modifications, a été instauré à partir de l'école maternelle. Et l'idée, c'était pour l'enseignant de voir si l'objectif était atteint ou non atteint. Alors, on disait acquis, non acquis, en cours d'acquisition, voire avec des couleurs. À partir de 2016, un petit peu avant, mais vraiment avec le décret de 2016, donc le regard de l'enseignant ne se porte plus sur l'objectif, il se porte sur l'enfant lui-même. C'est vraiment un changement de paradigme. Et il s'agit d'identifier les progrès, les réussites et les progrès de l'enfant, eu égard à des attendus qui sont fixés par le programme. D'accord, donc on voit vraiment que l'enjeu aussi a changé. On est plus vers la Voilà, personne. vraiment un D'accord. changement de paradigme. Donc, il s'agit de regarder l'enfant, de pouvoir dire ce qui est réussi par l'enfant, même si, comme le dit quelqu'un qui est une ancienne inspectrice générale du Viviane Buis, même si ce n'est pas l'idéal visé. Donc, les manques sont repérés, donc il ne s'agit pas de les masquer, mais ce qu'on met en avant, c'est vraiment les réussites et le progrès. Donc concrètement, les élèves ont un carnet de suivi des apprentissages. Alors, carnet de suivi des apprentissages qui peut prendre dans différentes formes. Nous, on a choisi d'avoir un classeur, donc un classeur de suivi des apprentissages. Certaines écoles choisissent une version numérique. Nous, on préfère le format papier parce que on veut que les élèves puissent faire des retours en arrière. On sait bien qu'avec le numérique, souvent on va regarder le dernier post et on ne va pas regarder ce qui s'est passé avant. Or, un enfant, il a besoin aussi de voir que quand il était chez les petits, il réussissait de cette façon-là et que, waouh, maintenant chez les grands, et ben, disons, qu'est-ce que c'est bien parce que il compte plus loin, etc., etc. Ce qui est difficile, c'est de trouver des traces significatives de progrès. Donc, il peut y avoir différentes formes. En ce qui concerne le langage oral, par exemple, c'est toujours difficile. On peut avoir un recueil de la parole des élèves, soit un enregistrement, ou alors une retranscription par l'enseignante, où la maîtresse en dessous retranscrit ce que l'enfant lui dit. Après, on peut avoir la trace en tant que telle. Donc, ça peut être la photocopie d'une réalisation. Donc, par exemple, la petite fille Anaëlle, la première fois qu'elle a réussi à reconstituer son prénom avec les lettres mobiles, on en fait la photocopie. Mais plus tard dans l'année, elle sait écrire son prénom toute seule. Donc là aussi, c'est la première fois. Donc là, on va mettre la trace de sa réussite elle-même. On met le tampon de la date, ça c'est important. Et donc en dessous, on écrit aujourd'hui, Anaëlle, pour la première fois, a écrit son prénom en capital, en script, en cursif, peu importe. Mais on peut avoir des photos. Donc là, par exemple, avec les jeux mathématiques, c'est plus facile peut-être parfois de prendre des photos, même si on voit le repère de progressivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être capable de dénombrer de 1 à 3, puis de 3 à 5. Donc là, c'est pareil, ça évolue au fur et à mesure. Mais ça peut aussi être la parole de l'enseignant qui fait foi. Donc là, on a un petit exemple aussi où on voit que c'est l'enseignant qui écrit, parce que en tant que professionnel de l'éducation, notre parole fait foi. D'accord. Donc, d'après ce que je comprends, c'est forcément une évaluation qui est différenciée. Donc, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va s'adapter aux élèves, à leur rythme, etc. Et non l'inverse, comme on peut le voir, par exemple, dans d'autres niveaux de la scolarité. Absolument. Alors là, on va voir aussi la photo d'un petit garçon
qui a des besoins particuliers et qui n'arrive pas à s'installer comme ses camarades en regroupement, par exemple. Et voilà, écouter une histoire, pour lui, c'est extrêmement difficile. Et puis, sauf une fois, il a réussi à s'asseoir auprès de la maîtresse. Et donc là, la maîtresse a choisi, donc lui, il est le seul à avoir cette réussite remarquable dans son classeur, mais parce qu'aujourd'hui, youpi, bravo, il a réussi à s'installer avec ses camarades. Et on voit aussi une production en langage avec un petit lutin elfie qui est dans la classe au moment des fêtes de Noël. Et il fallait expliquer quelle était la bêtise du jour. Et on voit bien qu'en fait, il y a un enfant qui a juste dit bah, c'est Noël, et c'est déjà très bien. Et un autre enfant à côté, la petite Abby, qui elle commence à faire des phrases. Pour pouvoir faire ce que dit Valérie, il faut avoir bien en tête, il faut bien connaître vraiment les attendus de fin d'école maternelle et aussi des attendus de fin de petite section, de moyenne section, pas seulement ça. Donc, et avoir dans la tête des indicateurs de progrès. Et ça, c'est pas facile du tout. Sans être dans l'évaluation aiguë, hein, il ne s'agit pas tout le temps, à chaque seconde, de chercher à mettre une trace dans le carnet de suivi des apprentissages. Comme le dit Valérie, ce sont des traces qui sont remarquables. Alors, au niveau de la pratique de l'enseignant, ce qui va être, comment dire, une modification importante, un changement, ça va être la place qui est accordée à l'observation. Alors, il y a une observation, il y a plusieurs types d'observation. Hein. Il y a ce qu'on appelle une observation spontanée, c'est-à-dire une prise d'information au cours des activités dans la vie scolaire. Et ça, c'est difficile pour de jeunes enseignants d'avoir ces informations-là ou quand on débute. Hein. Et ces observations-là ne peuvent être spontanées qu'à partir du moment où on a un certain nombre d'observables dans la tête. Et donc, il faut connaître ou avoir ces repères sur le développement de l'enfant, sur les apprentissages attendus. Alors ensuite, une observation qu'on appelle préparée. Ce n'est pas une situation artificielle d'évaluation, mais l'enseignant va créer une situation particulière pour vérifier telle ou telle chose quand l'observation spontanée ne suffit pas et qui va donner des informations sur le développement de l'enfant. Alors, cette observation, préparée, elle peut porter sur un seul enfant, sur un petit groupe d'enfants ou sur l'ensemble de la classe. D'accord. Alors, je vois vraiment l'utilité que ça a pour les enseignants, du coup, pour prendre tous ces repères. Et finalement, est-ce que ça a un intérêt pour les élèves? Alors, il y a un intérêt majeur qui est de faire en sorte que les élèves gagnent énormément en confiance en eux. Ils ont confiance en leur capacité d'apprendre. Ils ont confiance en l'enseignant. Ils savent que voilà, il est là pour l'accompagner et pour l'aider. Là, par exemple, quand on veut savoir si les élèves connaissent toutes les lettres de l'alphabet. Alors, en petite section, un élève peut-être, voilà, en janvier, il va en reconnaître 7, 8, peut-être principalement les lettres qui composent son prénom ou celui de papa et maman ou de ses camarades préférés. Donc, on va le valoriser, on va dire, bah, dis bravo, aujourd'hui, c'est super, t'as vu, je mets le tampon de la date, tu sais reconnaître 6 lettres. La prochaine fois, je suis sûre que tu en connaîtras encore plus. Et puis, ça va continuer aussi jusque chez les grands. Ce qu'on veut dire, c'est que ces évaluations orchestrées, on prend les mêmes supports de la petite section jusqu'à la grande section pour que l'élève voit bien le chemin qu'il a parcouru. Et donc, il gagne énormément en confiance en lui et en estime de soi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, comme l'élève voit aussi la petite marche supplémentaire qu'il a à franchir pour la prochaine fois, il est extrêmement engagé dans ses apprentissages. Ça, c'est vraiment important. Il est vraiment partie prenante. Et on voit bien aussi qu'après, donc ça, il y a des petits exemples qu'on a mis, notamment dans le cadre des activités motrices, où ensuite les élèves sont en capacité de s'auto-évaluer et ce, dès la petite section. Donc, il y a un exemple qu'on voit avec les gommettes, où l'élève, à chaque fois qu'il a réussi, il met une gommette. Mais ensuite, plus tard en grande section, comme ils ont pris cette habitude, eh ben, ils sont en capacité aussi de dire combien de fois ils ont réussi à sauter et ils l'écrivent et ils sont vraiment très impliqués. Et donc, si l'enfant a cette image positive de lui-même, l'image va aussi être renvoyée aux familles. Et donc, lorsque les deux adultes, et puis l'enfant, un parent, enseignant, enfant, disent bravo en même temps à l'enfant que tu as réussi à, tout ça, ça donne une bonne image de soi. Et Mireille Brigaudio, chercheur dans le domaine de l'éducation, dit une bonne image de soi, c'est vraiment nécessaire pour apprendre. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, une dernière question par rapport à cette évaluation qui est assez spécifique au cycle 1, c'est par rapport aux remarques qu'on peut entendre qui peuvent peut-être dénigrer ce type
d'évaluation. Déjà, première question pour Marie-Joseph. Est-ce que c'est un temps perdu finalement d'évaluer? Puisqu'on entend souvent ça, on ne fait qu'évaluer, etc. Ça va prendre du temps. Alors, qu'en est-il? Alors, c'est vrai que, il y a deux façons de répondre, hein. A priori, ça ne prend pas plus de temps parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, c'est une façon d'envisager le cheminement. Ce qui peut prendre du temps, par contre, ce sont les temps d'échange réguliers nécessaires avec les familles. Alors, un temps est prévu institutionnellement, hein, dans les textes officiels sur le temps de travail des enseignants, mais Valérie pourra l'expliquer par rapport à son école tout à l'heure, si plusieurs fois dans l'année, un temps d'échange est instauré, comme on l'a évoqué, entre les familles, l'enfant et l'enseignant, par rapport à ce carnet de suivi, c'est une demi-heure par famille et ce temps ne suffit pas. Donc ça, c'est très chronophage en temps. Bien souvent, en grande section, du moins, l'élève est capable tout seul de dire à son enseignante, ah ben dis donc, regarde, aujourd'hui, j'ai réussi. Est-ce que je peux le mettre dans mon carnet de suivi des apprentissages, ou est-ce que tu peux prendre une photo, ou est-ce que ça, je peux le mettre pour montrer à papa et maman le soir. Il faut savoir que nous, les carnets de suivi des apprentissages, classeurs, hein, comme on l'appelait, ils sont à disposition des familles à la quotidienneté. C'est-à-dire qu'on a mis des étagères dans le couloir et donc les parents peuvent tous les jours les consulter. C'est un objet qui leur est familier. Et normalement, pareil, les enfants, le soir, peuvent dire, regarde, aujourd'hui, avec la maîtresse, on a mis ça, c'est nouveau. Donc, ça permet de dire un bravo immédiat. C'est aussi l'avantage, plutôt que d'attendre avant, voilà, on attendait à la fin de chaque trimestre aussi pour avoir un retour sur le travail de l'enfant. Là, ça peut vraiment être quotidien. Par contre, ce qui est sûr, pardon, excuse-moi, Marie-Jo, ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner les familles parce qu'au début, elles ne comprennent pas bien. Dès la réunion de parents, bah, on prend le temps d'expliquer ce que c'est que cet objet donc, aux nouveaux parents de petits. Après, chez les moyens et chez les grands, voilà, ils connaissent. Et puis, il faut rencontrer les familles à minima 2 fois. Alors, ce qui prend du temps aussi, c'est la démarche utilisée, parce qu'un point qu'on n'a pas évoqué, dans la démarche de l'enseignant, il est important de mettre en place un bilan, une mise en commun pour qu'il ait conscience qu'il a fait quelque chose, mais aussi qu'il a appris à travers cet apprentissage. Et ça, dans la séquence d'apprentissage, ça prend un petit peu de temps, mais ça fait partie de la démarche. D'accord. Et donc, j'imagine que dans la continuité, on peut parler aussi des éventuelles fragilités d'un enfant, de ses erreurs. Comment vous procédez, du coup, Valérie, c'est plutôt à l'oral, du coup, quand on rencontre les parents? Alors, en fait, quand on rencontre les familles, on a donc ce support d'échange qui est le classeur de suivi des apprentissages. Et effectivement, c'est là qu'on va verbaliser. C'est pendant ces temps d'échange avec les familles qu'on va marquer aussi les écarts. Mais il faut accompagner. L'école maternelle permet aussi, pendant les temps d'accueil ou sorties, de rencontrer les familles. Et à ce moment-là, les familles voient des affichages. Enfin, il y a des choses aussi qui se passent en termes d'échange avec les familles. Il faut une vraie volonté quand même Oui. de l'équipe aussi, et un réel engagement et un pilotage de l'équipe pour que tout le monde aille dans le même sens. Ça, c'est vrai. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, toutes les deux.